Très bien. Du coup, aujourd'hui, notre thématique, c'est comment l'IA peut aider à améliorer les dispositifs de contrôle de tout ce qui est donc le crime financier, la lutte contre le blanchiment d'argent. Et avec Stéphane, nous allons vous parcourir une démonstration live de DataRobot et comment nous pouvons identifier les vraies des fausses alertes et réduire du coup les faux positifs. Mais avant de démarrer, on va faire un tour de table rapide avec Stéphane, mon collègue. Stéphane, à toi. Merci Mathieu. Donc, je suis Stéphane André, je suis data scientist chez DataRobot. J'ai rejoint la société, ça fait maintenant 3 ans. Mon rôle consiste à accompagner nos prospects, nos clients, dans l'usage de notre solution sur la partie technique. Voilà, je suis ravi d'être là. Merci Stéphane. Moi-même, Mathieu Zenel, directeur IA chez DataRobot. J'ai rejoint la société il y a 2 ans. Et maintenant, avec DataRobot, nous aidons et nous accompagnons nos clients dans leur démarche de mise à l'échelle de l'IA et notamment les aider à concrétiser rapidement un retour sur investissement. Dans la banque, j'ai travaillé pendant 11 ans et puis ensuite dans le conseil pendant 5 années et avec une bonne vernis réglementaire. Donc, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Donc, d'abord, DataRobot, qui sommes-nous? DataRobot est une startup qui a été créée en 2012 par 2 data scientists qui sont partis d'un constat simple. Les data scientists passent beaucoup de temps sur des activités sans réelle valeur ajoutée. Donc, du coup, ils ont créé une nouvelle catégorie, un nouveau concept qui est l'automated machine learning, qui permet de créer d'une manière automatisée des modèles. Et donc à la sortie de l'AutoML, vous allez avoir un certain nombre de modèles entraînés, validés et surtout optimisés pour pouvoir être déployés rapidement. Donc DataRobot, dès le départ, s'était focalisé sur l'AutoML. Maintenant, c'est une plateforme qui couvre la totalité du cycle de vie de l'IA, de la data prep jusqu'à la consommation des prédictions en production, en passant par l'AutoML et aussi la mise en production, la gestion des modèles en production et surtout la surveillance avec MLOps des modèles en production. Aujourd'hui, DataRobot emploie plus de 600 data scientists et data ingénieurs et ils ont investi énormément de temps et d'énergie en recherche et développement pour avoir cette plateforme de pointe et qui reflète vraiment l'état de l'art en data science. C'est une plateforme de bout en bout qui couvre, comme je viens de le dire, l'ensemble du cycle de vie des modèles machine learning. Donc, de la partie acquisition des données et leur mise sous bon format et en bonne qualité pour l'apprentissage machine, mais aussi pouvoir rapidement modéliser et créer les modèles AutoML et Time Series pour pouvoir ensuite les mettre en production avec MLOps. Donc, MLOps gère les modèles DataRobot, bien évidemment, mais aussi tous les modèles que vous avez déjà développés et déployés en dehors de DataRobot, notamment les modèles custom sous R, Python, etc. Et aussi, DataRobot permet de mettre à disposition rapidement les prédictions via des applications métiers. Sans passer des heures à coder, donc avec l'outil DataRobot, vous allez pouvoir créer votre application métier qui va imbriquer le modèle prédictif. Tout cela de manière automatisée, de bout en bout, avec tous les garde-fous de gouvernance, de contrôle de risque et tous les aspects de contrôle des modèles qui permet de créer cette IA de confiance pour les utilisateurs. Cette plateforme s'installe pratiquement partout sur des machines virtuelles, physiques, sur un cloud privé ou bien sur un cloud en mode SaaS. Notre plateforme est compatible avec les principaux fournisseurs de cloud. Pour entrer dans le vif du sujet, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le crime financier, comme vous l'avez bien noté. Selon un rapport très récent des États-Unis, montre que le montant moyen de l'argent sale qui a été blanchi via le système financier, via les banques notamment, représente entre 2 et 5% du PIB mondial. Le PIB mondial, c'est la richesse que la planète crée tous les ans. 2 à 5%, c'est énorme, ça représente entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars. Donc c'est un cauchemar
à la fois pour les régulateurs, mais aussi pour les institutions financières, avec la pression qui va en augmentant, la pression réglementaire. En 2019, 58 amendes ont été infligées à des institutions bancaires. Le montant moyen des amendes s'élève, en fait, le montant total des amendes infligées en 2019, 8 milliards de dollars, soit le double de celle de l'année précédente, en 2018. Cela s'ajoute le coût humain de traitement des alertes. Aujourd'hui, une banque internationale dépense annuellement 48 millions de dollars pour gérer toutes les alertes associées au dispositif de contrôle de fraude au blanchiment d'argent. Et surtout, le constat qu'on fait que 95% des alertes qui sont émises par les systèmes de contrôle et de filtrage des transactions sont fausses. 95%, donc c'est énorme. 95%, ce sont des faux positifs, des fausses alertes. Donc on pense, chez DataRobot, on a la conviction que l'IA, l'intelligence artificielle, notamment, permet d'améliorer les dispositifs de contrôle actuels en réduisant significativement le taux des faux positifs. Donc, en appliquant l'IA, l'intelligence artificielle, notre expérience nous indique aujourd'hui que, en moyenne, nous pouvons réduire entre 20 et 60% des faux positifs, ce qui représente un gain financier entre 10 et 40%. Donc, le coût opérationnel pour traiter toutes ces alertes qui sont dans la majorité des fausses alarmes, donc l'IA permet de réaliser rapidement des économies pérennes dans la gestion des alertes. Concrètement, comment ça se passe et quels sont les challenges aujourd'hui dans le traitement des alertes, dans le filtrage des transactions. Donc, le système TMS de contrôle, il se greffe sur les données existantes, transactionnelles, des données clients, KYC, Know Your Customer, des due diligence, bien sûr, et aussi des données externes, type liste de personnes à risque, les PEP, par exemple, les listes des sanctions internationales. Et les systèmes de filtrage qui existent aujourd'hui sont basés sur des règles, et ces règles ou ces systèmes émettent énormément de volumes d'alertes, des volumes très importants d'alertes. Et ça, c'est dû au fait que les règles fixent un seuil, voilà, un seuil qui est le résultat d'expérimentation. Et donc, ces seuils émettent énormément d'alertes. Et le seul souci, c'est que ces alertes sont connues pour la plupart. Donc, les schémas de fraude sont déjà connus. Et l'inconvénient, c'est que les comportements nouveaux, les nouveaux schémas de fraude ne sont pas détectés par les systèmes existants. L'investigation autour des alertes, ça consomme du temps, de l'énergie et de l'argent, et la majorité des volumes d'alertes sont faux. En fait, les alertes sont fausses, et du coup, ça permet aussi ça permet d'alléger les équipes d'experts pour faire les investigations nécessaires pour identifier les vraies des fausses alertes. Et tout ça nous amène à la slide suivante, comment l'IA peut améliorer la situation actuelle. Donc l'IA permet de créer un modèle machine learning qui va se greffer bien évidemment sur les systèmes existants qu'on vient de dire, données transactionnelles, clients et externes. Et il va classifier les alertes selon une échelle de risque très élevée, faible risque, etc. Et grâce à cela, un gain entre 20 et 60% d'alertes fausses en moins. Donc les résultats attendus, c'est réduction des faux positifs, détection des vraies alertes aussi, grâce également à la documentation de ces alertes. Les investigateurs pourront documenter leurs analyses et pouvoir faire les reporting SAR, notamment les activités suspicieuses, lorsqu'il s'agit d'un cas positif. Donc, le modèle va fournir les explications nécessaires pour documenter le cas en question. Donc, concrètement, et pour conclure cette première partie, donc l'intelligence artificielle aujourd'hui permet aux institutions financières à la fois de réduire le montant des pénalités,
Donc, il faut retenir juste deux chiffres dans cette slide. Le premier, c'est 145 millions de dollars. C'est le montant moyen des pénalités infligées en 2019, ce qui est énormissime. Et le deuxième chiffre, c'est entre 2 et 6 millions de dollars d'économies pérennes dans le process et les procédures de traitement des alertes. Donc, ça permet de réduire entre 20 et 60% des effectifs qui traitent manuellement les alertes aujourd'hui. Et ça nous amène à la deuxième partie du webinaire consacrée à la démonstration live. Stéphane, je te passe la main. Je te remercie. Merci Mathieu pour m'avoir donné la main. Donc maintenant, simplement dans le cadre de cette démonstration, je vais me mettre dans la peau d'un analyste qui travaille dans une banque sur les problématiques de blanchiment d'argent. Mon rôle consiste entre autres à investiguer sur des transactions qui sont remontées par un système d'alerte. Eh bien, ce serait formidable si je pouvais à l'avenir disposer d'une solution intelligente qui écarte de façon automatisée certaines de ces alertes pour lesquelles il est vraiment peu probable qu'il s'agisse de fraude, mais surtout qui n'écarte pas celles qui ont une réelle chance de l'être. De cette façon, je vais gagner du temps parce que je ne vais plus investiguer sur des alertes qui ne feront pas l'objet d'un rapport, ce qu'on appelle les SAR, Suspicious Activity Report, mais seulement sur les alertes qui sont potentiellement frauduleuses. Alors, sur cet exemple, le système en place est basé sur des règles. Il identifie 100 alertes parmi des milliers de transactions journalières. Et sur les 100 alertes, on sait par expérience qu'il y en a entre 5 et 10 qui sont réellement frauduleuses. Alors, en temps normal, je dois investiguer sur chacune de ces 100 alertes, mais avec le modèle de Data Robot, je vais écarter celles qui vraisemblablement ne feront pas l'objet d'un rapport, ce qui me permet d'investiguer non plus sur 100 alertes, mais sur seulement 25 d'entre elles. Finalement, dans ces conditions, on réduit de 75% le nombre de faux positifs. Eh bien, nous allons construire ensemble cette solution. Alors, je suis analyste depuis 2018. Je dispose d'un jeu de données historique d'alerte, toutes les alertes sur lesquelles j'ai pu investiguer par le passé. Et finalement, je sais ce qui s'est passé. Si l'alerte a fait l'objet ou pas d'un rapport, un SAR. C'est le jeu de données d'entraînement que je vais utiliser pour construire mes modèles avec DataRobot pour prédire si une nouvelle alerte issue du système en place est suspicieuse ou pas. Alors, chaque ligne du jeu de données est une alerte et les colonnes sont les caractéristiques des alertes qu'on appellera les variables par la suite. Alors, il y a différents types de variables. Ici, il y a une variable de type textuel. Ce sont les notes associées à chaque alerte. Il y a des variables qui sont numériques, comme ici, comme le total paiement sur les 90 derniers jours. Et puis, d'autres sont catégorielles, comme ici, PEP, qui signifie Politically Exposed Person. Pardon. Alors, on peut combiner ces types de variables avec des dates, avec des images ou même des données géospatiales. Beaucoup de nos clients dans le secteur bancaire utilisent des données géospatiales pour prédire les SAR. Oui, SAR est une variable particulière, c'est notre cible, ce qu'on cherche à prédire dans le futur pour toute nouvelle alerte qui est issue du système. Alors, maintenant, je vais aller sur DataRobot et je vais uploader le jeu de données dans la solution pour construire un modèle que l'on va mettre ensuite en production et qui va nous permettre ensuite de pouvoir générer des prédictions. Alors, ça va prendre quelques secondes. Actuellement, DataRobot fait ce qu'on appelle une première analyse exploratoire des données. Pour info, sachez que j'utilise notre solution Manage Cloud, notre version SaaS,
mais vous pouvez aussi déployer la solution on-premise sur votre propre environnement. Cela dépendra de votre politique de protection de la donnée. Alors, on va attendre encore quelques secondes. Ça me laisse l'opportunité de vous dire aussi que tout ce que je vais pouvoir faire ici avec l'interface graphique, ben, vous avez la possibilité de le faire via notre API. On donne à disposition un client Python ainsi qu'un client R. Voilà. Alors, je vais mettre SAR, vous vous rappelez, comme cible, et j'appuie sur le gros bouton ici au départ. Alors, que va-t-il se passer désormais? Alors, à ce stade, DataRobot va sélectionner des modèles. Alors, selon tout d'abord la nature du problème que l'on cherche à résoudre. Ici, il s'agit d'une classification binaire. La prédiction sera un 0 ou un 1, SAR ou pas SAR. Et les modèles vont aussi être sélectionnés selon les caractéristiques du jeu de données, comme sa taille et les différents types de variables qu'il contient. Par exemple, on n'aura pas les mêmes modèles si il y a du texte ou pas dans les données. Tous ces modèles proviennent de librairies open source dont sont familiers les data scientists. Et ces modèles sont entraînés en parallèle, ce qu'on va voir bientôt, pour utiliser DataRobot comme solution d'auto-ML qui permet de faire des projets d'IA plus rapidement. Alors, je vais augmenter le nombre de workers ici. Les workers, c'est mon compute power. Quand je mets 20, ça me permet d'avoir 20 modèles qui sont entraînés en parallèle. Concrètement, on lance une véritable compétition de modèles pour avoir ici sur l'onglet modèle qu'on appelle le classement, eh bien, pour définir parmi tous les modèles qui ont été entraînés, celui qui est le plus performant pour ce cas d'usage en particulier. Alors, ce que je vous propose, ici on voit les modèles qui sont entraînés, mais pour que je puisse vous montrer davantage d'informations, je vais aller je vais permuter sur un projet déjà finalisé où on a accès au même classement ici, où 26 modèles ont été classés selon leur performance. Alors, sachez que ça prend environ 15 à 20 minutes pour tous les entraîner, ce qui est quand même très, très rapide. En haut de ce classement, on retrouve l'un des modèles les plus performants, en l'occurrence celui qui est recommandé pour le déploiement. Il s'agit d'un Random Forest Classifier. Alors, quand je clique dessus, j'ai accès à ce qu'on appelle, on va le voir ici, j'ai accès à ce qu'on appelle la blueprint, la blueprint du modèle. On voit sur la blueprint eh bien, l'ensemble des traitements et les algorithmes qui sont utilisés depuis les données jusqu'aux prédictions en bout de chaîne. La transparence, c'est un des piliers de notre solution. Il n'y a pas d'effet black box, tout est transparent, on sait jusque dans les moindres détails ce qui est fait dans DataRobot. Maintenant, si je vais dans l'onglet Évaluer de ce modèle recommandé pour le déploiement, j'ai accès à la courbe ROC dont sont familiers les data scientists. Et sur cette courbe ROC, ici, j'ai un seuil à 0,3805. Alors, on utilise ce seuil de prédiction dans les modèles de machine learning pour séparer les alertes suspicieuses de celles qui ne le sont pas. Je peux modifier ce seuil en appuyant ici et voir l'impact qu'il y a sur la matrice de confusion. Je vais le refaire une fois pour que vous puissiez voir l'impact ici sur la matrice de confusion. Voilà, donc quand je mets le seuil plus à gauche, eh bien, je réduis le nombre de faux négatifs. Alors, tout d'abord, et c'est obligatoire dans le cadre de ce projet, je ne peux pas passer à côté d'une alerte suspicieuse. Je veux avoir 0 comme nombre de faux négatifs et un taux de vrai positif à 100%. Alors, je vais jouer un peu avec le seuil. Vous voyez, si je continue à poursuivre comme ça vers un seuil plus petit, ça y est, maintenant j'ai 0 et j'ai 1, mais je vais aussi chercher
à réduire un maximum le nombre de faux positifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer un peu plus sur le seuil en montant, par exemple, ici, et toujours avoir 0 comme faux négatif. Ah, voilà, maintenant, c'est à ce niveau-là que ça s'arrête. Voilà. Donc, ici, j'ai vraiment optimisé mon modèle avec un seuil à 0,0952 que je vais utiliser comme seuil de prédiction. Donc, ici, j'ai 0 faux négatif. Je ne vais pas passer à côté d'aucune SAR. Et si on regarde la matrice de confusion, finalement, sur 2000 alertes, je vais investiguer sur 309 plus 206 qui correspond à 517 alertes avec un taux de vrai positif à 100%. Ce qui correspond, si je vais ici et que je regarde le top pourcent des prédictions les plus élevées, ce qui correspond à, allez, en gros, 26% des alertes. On parle ici d'une réduction de près de 75% de faux positifs, ce qui est remarquable. Maintenant, si je vais dans l'onglet comprendre, je sais ici quelles sont les variables les plus importantes pour ce modèle en particulier. Je peux identifier les caractéristiques propres au blanchiment d'argent. La transparence, c'est important pour DataRobot, mais l'interprétabilité l'est tout autant. Alors, en parlant de transparence, c'est une bonne transition pour vous montrer les explications de prédiction. Pour chacune des prédictions qui sont faites avec DataRobot, vous n'avez pas simplement un score ou un label 0 ou 1, mais également vous avez également les raisons qui expliquent cette prédiction. Ici, en l'occurrence, vous en avez 10 des explications. On voit, voilà, ici, le total, cette variable est à cette valeur, etc., etc. Alors, enfin, vraiment, nos clients adorent cette fonctionnalité parce que ça leur permet d'expliquer pourquoi ils ont pris cette décision, pourquoi cette alerte est suspicieuse, pourquoi ce prêt est à risque, pourquoi doivent-ils faire cet investissement, etc. Alors, si maintenant je clique sur conformité, euh, vous pouvez aussi pour ce modèle, pour chaque modèle, générer automatiquement la documentation et cela de façon complètement automatique. Donc ici, si je peux vous montrer, hein, vous voyez ici comment le modèle est documenté. Dans dans le secteur bancaire, bah, c'est souvent partagé avec le modèle risk management et les régulateurs avant sa mise en production pour que chacun puisse valider cette solution qui permet d'optimiser le tri des alertes suspicieuses. Voilà. Alors maintenant, disons que nous sommes satisfaits du modèle, que sa performance est bonne, que l'on comprend comment il fonctionne pour générer des prédictions. On peut le mettre en production. On va donc aller dans l'onglet Prédire, déployer le modèle, mettre le seuil à 0,0954, donc qui optimise mes performances. Et tout est OK, donc j'appuie sur Déployer le modèle. Alors, les prédictions, elles vont être sauvegardées et vous pouvez spécifier où vous souhaitez déployer le modèle. Ici, c'est sur un serveur DataRobot, mais vous pouvez également déployer votre modèle où vous le souhaitez. Ça peut être là où les données se trouvent et même en dehors de DataRobot. Alors, je renseigne ce qui me manque et je vais le déployer. Voilà. Alors, j'ai aussi la possibilité d'assigner une sévérité. Alors ici, je vais mettre critique pour être en ligne avec la politique de gouvernance de modèle de mon organisation. Maintenant, je vais je vais créer le déploiement et je vais aller dans l'onglet déploiement et j'ai accès à MLOps. Alors, MLOps, c'est quoi? C'est un module de la solution de la plateforme DataRobot qui permet de centraliser l'ensemble des modèles en production et de les monitorer et les manager dans le temps. Alors,
Ça peut être des modèles qui construits en Java, en Python, en R, qui sont donc construits en dehors de DataRobot. Et d'ailleurs, peu importe où ils ont été déployés. Peu importe où ils ont été déployés parce qu'on utilise des agents qui collectent les données de monitoring pour assurer leur suivi sur MLOps. J'insiste, mais c'est vraiment important de monitorer, manager les modèles en production. Si, par exemple, à l'avenir, il y a des tentatives de blanchiment d'argent de différentes natures et que vous ne le savez pas, vous devez très rapidement réagir si une prédiction est erronée. Surtout que c'est impensable de passer à côté d'une fraude avec notre solution globale. Alors, vous voyez, j'ai actuellement 40 déploiements actifs. Ce sont des déploiements dont le modèle associé peut être consommé via une application métier. Alors, le modèle d'anti-blanchiment d'argent que je viens de mettre en production, il se trouve ici. Voilà, ça. Et j'en avais également mis un en parallèle un peu plus tôt. Donc, si maintenant je vais dans prédiction, j'ai ici un jeu de données avec, je crois qu'il n'y en a pas tout à fait 100, mais il y en a 99, et bien je vais pouvoir voir ce que ça donne en termes de prédiction. Donc, ce jeu de données, je vais aller l'uploader ici et je vais demander à DataRobot de me faire des prédictions. J'ai la possibilité aussi dans mes prédictions de rajouter des variables qui vont me permettre peut-être par la suite de juger de la performance des modèles en dehors de la plateforme. Donc, par exemple, si je rajoute un identifiant, je vais pouvoir associer des jeux de données avec les valeurs réelles et mes prédictions, les merger si besoin. Alors, ce travail, je l'ai fait au préalable. Donc, je vais aller ouvrir ce fichier. Le voici. Donc là, j'ai 100 alertes qui ont été identifiées par mon système d'alerte basé sur des règles. Et ensuite, j'ai lancé le modèle, ce qui fait que pour ces 100 alertes, je sais s'il s'agit d'une vraie alerte qui va générer un SAR ou pas. Donc, pas SAR, c'est 0, SAR, c'est 1. Donc, si je fais la somme sur ces 100 alertes, je vois que j'en ai 25 qui vont générer des SAR. Donc, j'ai pu, dans ces conditions, réduire le nombre de faux positifs de 75% en passant de 100 alertes depuis mon système d'entrée jusqu'à le modèle qui me permet de réduire de 100 à 25. Et puis, pour chacune de ces prédictions qui sont faites, je vais aussi avoir, par exemple, si ici je regarde celle-ci qui génère un SAR, je vais pouvoir expliquer pourquoi cette alerte est suspicieuse avec les explications de prédiction. Voilà, j'en ai terminé avec cette démonstration. Mathieu, je te redonne la main. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très claire. Merci beaucoup. Du coup, on va passer à la session questions-réponses, si tu es d'accord, Stéphane. Eh bien, c'est Du coup, parfait. première question de Kamel. Il pose la question suivante. J'ai plusieurs modèles, plusieurs scénarios de lutte contre le blanchiment d'argent. Est-il possible de faire une gestion aisée et facilitée dans la plateforme? Si j'ai par exemple un modèle pour chaque scénario, sans vraiment créer une usine à gaz derrière pour la gestion de ces modèles. Je pense que c'est aussi l'intérêt de MLOps, c'est de pouvoir justement monitorer un certain nombre de modèles en production. Ici, j'en ai 40, mais on a des clients qui en ont plusieurs centaines. MLOps, c'est vraiment la possibilité, enfin, vous donne la possibilité de passer à l'échelle et d'avoir une interface unique où vont remonter les différents indicateurs, que ce soit les indicateurs IT ou alors les indicateurs liés aux données ou alors liés à la performance de vos modèles. Donc, s'il devait y avoir un problème sur l'un de vos modèles, c'est tout sauf une usine à gaz, comme vous dit Kamel, parce que justement, vous allez être notifié pour savoir lequel parmi ces modèles est en défaut, on va dire. J'espère que ça Très bien. répond à la question.
Très bien, merci. Je vois l'heure tourne, on va pouvoir prendre encore une question. Euh, la question de Philippe, il dit, les comportements changent, euh, la régulation change énormément. Lorsque j'ai plusieurs modèles en production, comment ça se passe au niveau des mises à jour de ces modèles et comment ça se passe concrètement dans DataRobot pour notamment le réapprentissage des modèles? Alors, finalement, s'il devait y avoir un souci, vous allez avoir une notification comme quoi il y a un problème au niveau service, au niveau de la dérive des données ou des précisions. Et vous allez pouvoir, en parallèle, par exemple, reconstruire un nouveau modèle avec des données plus récentes et remplacer le modèle existant par ce modèle. Euh, on a aussi, et ça va être complètement transparent pour l'utilisateur final. On a également la possibilité pour chacun des modèles, eh bien, d'utiliser des modèles qu'on dit challenger, ou sur lesquels on va simuler des prédictions et on va comparer la performance du modèle qu'on appelle champion qui est en production avec ces modèles challenger. Et si éventuellement un de ces modèles challenger devenait plus performant que le modèle champion, en 2 clics, on va switcher on va permuter de l'un vers l'autre. Et là encore, c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Sachez aussi que dans la prochaine version, c'est-à-dire pour la fin de l'année, on va donner la possibilité bien de complètement automatiser ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a alors soit une fréquence donnée, ou alors selon des problèmes qui sont remontés, eh bien d'automatiser tout le process pour que le modèle existant soit remplacé par un modèle qui est plus en ligne avec les attentes et surtout en fonction de l'usage qui est fait. Et si il advenait, par exemple, sur les problématiques de blanchiment d'argent, eh bien qu'une nouvelle façon de frauder est en vigueur, eh ben, on devrait être alerté et pouvoir en tenir compte en entraînant un modèle avec ce type de caractéristiques. J'espère là encore que j'ai répondu à la question. C'est très clair. Très bien. Sur cette belle parole, il me reste à vous remercier et vous dire à très bientôt. Au revoir. Merci, merci Mathieu, merci à tous.